Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci à vous d'être venu tenter l'expérience Tsai Ming-liang, qui est, il faut le dire, voilà, c'est pas juste une lubie qu'on a eue de vous le présenter. C'est un grand cinéaste qui est reconnu de par le monde, qui a eu plusieurs expositions et plusieurs rétrospectives dans le monde, qui a reçu des prix prestigieux dans les grands festivals internationaux et qui vient d'avoir une rétrospective intégrale au Centre Pompidou à Paris, ainsi qu'une exposition. Enfin voilà, c'est quand même un artiste de stature internationale. Taïwanais, il appartient à ce qu'on a appelé la nouvelle vague taïwanaise, mais dans un second mouvement. Il y a eu la première au début des années 80 avec Hu Xiaoxian, Edward Yang, etc. Et puis un peu plus tard, 10 ans plus tard, Tsai Ming-liang commence au cinéma au début des années 90 avec un film qui s'appelait Les Rebelles du Dieu Néon. Il avait d'abord travaillé à la télévision auparavant. Et Les Rebelles du Dieu Néon avaient marqué comme ça une sorte de renouveau, d'essor, avait été identifié comme appartenant à un essor du cinéma asiatique dans les années 90 et relié à une galaxie comme ça qui, voilà, auquel appartenait aussi Wong Kar-wai par exemple, enfin une nouvelle esthétique. Et avec ce premier film, il avait infiltré comme ça une sorte de modernité asiatique qui était tout à fait intéressante, mais où son style ne s'était pas encore affirmé. Si on prend quelques précautions au début de cette séance, c'est parce que le style de Tsai Ming-liang, au stade où il en est arrivé avec Days, a été un long cheminement et surtout une forme d'épure, de radicalisation qui est tout à fait unique dans l'histoire du cinéma, mais qui n'est pas étrangère à certaines démarches qu'on a pu retrouver chez d'autres cinéastes. Pour vous la présenter assez succinctement, et puis on reviendra dessus par la suite, Tsai Ming-liang commence au début des années 90, je vous l'ai dit, et à ce moment-là, plusieurs cinéastes qui forment une sorte de famille informelle, mondiale et informelle, ont tenu à résister à ce qui était la tendance générale, qui n'a fait que s'accentuer par la suite, qui était l'accélération des images, avec l'apparition d'abord de la télévision, puis des nouveaux médias, puis d'Internet dans les années 90. Les images n'ont cessé de s'accélérer, les films à grand spectacle n'ont cessé d'aller toujours plus vite, avec des montages toujours plus hachurés. La télévision est devenue une espèce de grand zapping, Internet s'est rajouté par-dessus, et les images sont devenues un flux hystérique, plein de couleurs, de bruit et de fureur, tonitruant, etc. Et une bande de cinéastes se sont saisis du cinéma pour résister à cette accélération, faire le contraire, miser sur l'unité de base du cinéma, qui est le plan. Investir le plan comme unité fondamentale et essayer de le pousser au-delà de ses limites, revenir aux origines du cinéma, les frères Lumière, une caméra qui est une fenêtre ouverte sur le monde et qui enregistre ce qui se passe. Et Tsai Ming-liang, c'est ça. Et cette famille informelle dont je vous parlais, on peut lui rajouter par exemple Béla Tarr en Hongrie, on peut même 10 ans plus tard, au début des années 2000, lui ajouter quelqu'un comme Gus Van Sant, qui va tourner aux États-Unis des films comme Elephant, Jerry, voilà, avec toujours cette aventure du plan qui est poussé au-delà de ses limites, ou Chantal Akerman, par exemple. Enfin voilà, il y a toute une galaxie de cinéastes qui se sont emparés du plan pour le faire durer, pour le pousser comme une forme de résistance à l'accélération des images. Et chez Tsai Ming-liang, c'est venu petit à petit au fil des films, et c'est allé toujours plus loin. Et là, c'est son dernier film, donc c'est une expérience totale. Qu'est-ce qui se passe dans le plan chez Tsai Ming-liang ? D'abord, c'est l'idée que le plan est une épreuve au sens photographique du terme. C'est-à-dire, par la durée, quelque chose s'y révèle. Une image naît. Et on ne la saisit pas au début, mais elle apparaît petit à petit, et c'est la durée qui fait image, et qui va nous faire comprendre quelque chose du plan. Quelque chose se cristallise, se concrétise dans la durée du plan. Et ça se produit à l'échelle du film lui-même. On ne peut que traverser le film, même si ça peut être éprouvant un peu au début, c'est sa traversée qui va lui donner sens. Et Days, que vous allez voir, est tout entier orienté vers l'apparition d'un geste. Tout à coup, un geste
miraculeux, inédit, inattendu, va soulager un homme qui est en situation de souffrance. Vous allez voir que j'en dis pas plus, c'est vraiment un résumé minimal, mais le film atteint ce stade d'épure aussi où il se débarrasse de toute narration pour poser une situation dans Taipei, la grande capitale, la grande mégalopole de Taïwan, ville à la fois furieuse et agitée. Ça a souvent été le décor des films de Tsai Ming-liang. Il se trouve que celui-ci se passe à Bangkok, donc il se décentre un petit peu par rapport à Taipei, mais c'est encore le décor de la mégalopole qui prévaut. Donc le plan est une épreuve au sens photographique, au sens de la révélation, mais c'est aussi une épreuve au sens où il faut le traverser, tenir, voir ce qui s'y passe, ce qui s'y joue. Et il y a quelque chose là-dedans qui prend une dimension hypnotique dans les films de Tsai Ming-liang, qui est tout à fait significative. Un autre détail qu'il faut dire avant le début de la séance, c'est que Tsai Ming-liang a eu la particularité de travailler avec un acteur, toujours le même, qui s'appelle Lee Kang-cheng, qu'il a découvert à l'époque où il tournait des téléfilms pour la télévision taïwanaise. Et voilà, il a repéré chez lui une sorte, on pourrait dire d'alter ego, mais ce serait pas suffisant, on va dire, ça a été son Jean-Pierre Léaud dans les films de François Truffaut, etc. Il s'est reconnu en lui. Et Lee Kang-cheng est devenu un personnage récurrent de tous ces films. Et un corps de transition, on va dire, le corps à travers lequel Tsai Ming-liang se regarde en miroir. Et dans Days, Lee Kang-cheng, c'est la première silhouette que vous verrez dans le film, mesure un nouveau stade de la vie, à la fois de l'artiste et de son acteur, qui est le vieillissement. Le vieillissement, le corps qui commence à ne plus suivre ou à avoir ses douleurs, etc. Lee Kang-cheng est un acteur que Tsai Ming-liang a inventé en quelque sorte. C'est pas du tout un acteur professionnel, etc. C'est quelqu'un qui l'a repéré comme ça au jour le jour et qui l'a invité, importé dans ses films. Mais c'est devenu une sorte de figure formidable et reconnaissable et un peu burlesque aussi parce que dans la durée des plans se révèle une forme de drôlerie aussi inattendue. Mais c'est quelqu'un qui est atteint d'un mal cervical qui a déjà été mis en scène dans un film précédent de Tsai Ming-liang qui est La Rivière. On pourra en reparler par la suite. Mais ici, ce mal est encore une fois au centre du film. Cette douleur étrange, inconnue, qu'on ne peut pas soigner et qui va petit à petit s'orienter vers un horizon de soulagement. Et j'en dis pas plus, vous allez voir pourquoi. Mais voilà un petit peu les coordonnées principales du cinéma de Tsai Ming-liang qui, désolé pour toutes ces précautions, mais appelle du spectateur une sorte à la fois de résistance, de patience, d'insistance, de traversée du plan, qui a aussi à voir beaucoup avec le contexte philosophique et les rythmes de l'Asie, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cinéastes asiatiques aussi dont les rythmes, la perception du plan n'est pas exactement la même qu'en Occident où tout va aussi vers l'accélération. Voilà, bon, j'ai fait une introduction un peu longue, il me semblait que c'était important quand même pour contextualiser ce cinéma qui a son histoire, qui a ses grandes dates. Il y a eu des films comme La saveur de la pastèque, Goodbye Dragon Inn, Vive l'amour, etc., qui sont sortis en France, qui ont eu un véritable retentissement critique, etc. Il y a un petit groupe de fans aussi qui s'est constitué autour du cinéma de Tsai Ming-liang. Mais voilà, on va l'aborder par la fin, par son dernier film, qui, je le redis, est un stade d'épure très poussé. Mais vous allez voir, un tout dernier mot avant de lancer, ce que raconte à chaque fois le cinéma de Tsai Ming-liang, c'est la rencontre entre deux solitudes dans la grande ville moderne. Et tout le film est un cheminement pour que ces solitudes convergent, se rencontrent, se croisent, qu'il y ait une rencontre ou pas, qu'elle advienne ou pas, qu'elle se concrétise ou pas, ça je laisse à chaque film le destin qui lui est propre. Mais ici, vous allez voir, c'est la même chose. Deux solitudes dans la grande métropole. Bon film, et on se retrouve tout à l'heure pour la discussion. Merci. C'était donc Days de Tsai Ming-liang que nous avons vu ensemble. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, donc étant donné le caractère
exceptionnel, un peu particulier du film qu'on a vu. Peut-être que cette fois-ci, on peut... j'ai l'habitude de vous faire une longue dissertation d'habitude en fin de film, mais peut-être que là, on peut vous entendre. Peut-être qu'il y a des réactions. On fait circuler un micro dans la salle. Donc, n'hésitez pas à parler. Mais je ne sais même pas forcément des questions, mais de ce que vous avez éprouvé, de ce que le film a pu provoquer en vous, de positif, de négatif. N'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour échanger, donc si vous avez envie, c'est le moment. Alors, si j'ai bonne mémoire, bonjour, le cinéma muet à l'époque du parlant, je crois que c'est Charlie Chaplin. Ouais. Sauf qu'il y avait en plus la musique et l'humour. C'est les Lumières de la ville, ouais. Oui, c'est ça. Il y a la musique. Oui. C'est la musique, c'est les Lumières de la ville. Oui, voilà. De Chaplin. Ouais. Vous l'avez dit. C'est un hommage au cinéma muet, comme c'est une histoire sans parole. Bon, ben voilà, je voulais juste dire qu'il y avait un petit parallèle entre Lumière dans la ville. D'ailleurs, il y avait le reflet derrière lui, puis la musique. Et, le plan fixe, il y en a un que j'ai bien aimé, celui des lampadaires. Il y a un oiseau derrière et un chat qui passe, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, pour une fois, bon, c'est vrai qu'on a le temps d'observer, de compter, de voir les détails, et c'est intéressant de ce point de vue-là. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des séquences quand même qui sont longues, je trouve. Voilà. On a le temps de compter, de voir, de tout voir. En fait. C'est vrai. Et au début du film, je ne sais pas si j'ai mal lu ou pas, il propose de mettre des sous-titres. Il dit, s'il n'y a pas de sous-titres, c'est intentionnel. C'est pas grave. Ah oui, alors j'ai compris le contraire. Je me disais, là, pour le coup, il avait de l'humour. Il dit, c'est un film intentionnellement non sous-titré, puisque il estime que c'est pas important. C'est pas important, il n'y a pas besoin. On a le temps de comprendre. Il y a d'autres... oui, je vous écoute tous. Cette fois, c'est moi qui vous écoute. On renverse tout avec Tsai Ming-liang. Bonjour. Moi, j'ai plus été séduite par les sensations, les impressions que le film dégage. Et par exemple, au début, on s'entend pas bien là. Oui, on entend bien. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il intensifiait les sensations visuelles, auditives, les flous, les grisés, etc., qui donnaient une impression de nostalgie. Et petit à petit, donc, on a plus l'impression, on est pris par les sensations et on a l'impression de les ressentir soi-même. Donc, c'est très très fort. Très juste. Days by days, ça se joue au jour le jour. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on est au fil de ces sensations ressenties de temps en temps. Alors, les massages, etc., c'est vrai qu'avant ça, il y a les brûlures sur la peau, il y a beaucoup de choses. Bien sûr. Donc, je sais pas, c'est ce que j'avais ressenti, en fait. Et puis, petit à petit, les paysages évoluent. Et du grisé, du flou, etc. On a des images beaucoup plus réelles, plus nettes, qui s'orientent vers les couleurs. Tous ces taxis rouges qui arrivent à la fin, après cette rencontre, qui montrent que, je sais pas, il y a quelque chose s'est passé dans son quotidien terne. Et cette rencontre change un petit peu son regard. Exact. Voilà. Alors je me permets de rebondir, et puis bien sûr la parole reste ouverte, et on reviendra un petit peu par la suite. Je vais prendre, merci beaucoup, la sensation. En effet, le fait de jouer sur les sensations, ça me semble extrêmement important, même capital, pour définir ce que c'est que ce cinéma-là. Oui, c'est quelque chose qui a été un long travail chez lui, qui a abouti au film qu'on vient de voir, mais qui a creusé une veine depuis 30 ans. Enfin, même, c'est le début des années 90, ces débuts. Donc, c'est un travail au long cours. Mais deux choses. Alors, d'abord, le monsieur a dit l'ennui, au début, qu'il s'ennuyait, etc., que le film était ennuyeux. Alors là-dessus, moi je dis toujours que l'ennui est quelque chose de subjectif. C'est quelque chose qu'on transporte avec soi, l'ennui.
On peut s'ennuyer devant un gros film d'action américain avec plein d'événements, des explosions, etc. C'est mon cas. Et on peut être ému aux larmes devant un paysage où il n'y a aucun événement, ou devant une plante inanimée, etc. Donc l'ennui, c'est pas un critère, ça ne dit rien, c'est quelque chose qui ne regarde que soi. Et il faut toujours s'interroger sur soi quand on s'ennuie, parce que c'est pas un film qu'il faut le reprocher, ou en tout cas, ça ne dit rien du film, en tout cas, c'est toujours très subjectif. Il faut voir un petit peu quelles sont les attentes qu'on a par rapport à un film. Et là, c'est plus clair. Est-ce qu'on veut qu'un film nous divertisse ? Dans ce cas-là, pour soi, le cinéma est un divertissement, un jeu. Si c'est un art, si on considère le cinéma comme un art, on peut en attendre autre chose qu'il nous désennuie en quelque sorte, hein, puisque ça ouvre d'autres horizons. Mais simplement, il y a devant Tsai Ming-liang, devant un film de Tsai Ming-liang, un rapport plastique d'abord à ce qui se passe, à ce qui se joue, à ce qui se déroule. Un rapport plastique tel qu'on pourrait l'avoir devant un tableau. Souvent, on dit ça, quel temps il faut pour regarder un tableau ? 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Quand on regarde les lavandières de Van Gogh, il faut combien de temps pour s'imprégner du tableau ? Et qu'est-ce qu'elles font, les lavandières ? Elles lavent le linge. Est-ce que c'est très intéressant ? Des gens qui lavent le linge ? Bah oui, ça peut l'être dans un tableau, comme quelqu'un qui fait la cuisine, qui prépare un plat. Attendez, je vais vous tendre... Alors là, oui. Oui, j'étais très frustrée au niveau de la scène de la cuisine parce que j'adore les recettes de cuisine, j'adore manger, j'adore cuisiner. Et donc, j'étais très frustrée de ne pas voir la préparation du plat et ce qu'il mangeait surtout après. Voilà. Bien sûr, mais parce qu'il ne va pas vous le montrer jusqu'au bout. Il vous montre la verdeur de la salade, comment on lave le poisson, etc. En fait, c'est des gestes. Le cinéma, il y a la dimension du temps. Donc en plus des lavandières de Van Gogh ou de la cuisinière de Cézanne, avec ses étalages de nourriture, en plus, il y a la dimension du temps qui s'ajoute, donc il y a le geste. Et le geste est primordial dans ce film. C'est la question du geste qui est évidemment importante. Mais bon, on a dit, les plans, le film est construit de blocs d'espace-temps, de véritables blocs de temps, d'espace qu'on est amené à appréhender, à chaque fois en étant démuni, puisqu'on est confronté à un plan. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas qui c'est, mais c'est la durée et leur succession qui petit à petit vont installer un continuum comme ça où il y a une place à prendre. Et évidemment, dès le début où on découvre un des deux personnages, il y a deux personnages, un homme d'âge mûr, ou dans la force de l'âge, on pourrait dire, et puis un jeune homme. L'un est taïwanais, l'autre est thaïlandais. Il y a au début la maison de l'homme d'âge mûr, et puis la grande ville, Bangkok, où il finira par se rendre pour essayer de trouver un traitement à ses douleurs, etc. Et puis c'est le montage parallèle entre ces deux hommes qui sont tous les deux des solitaires absolus. Ils vivent seuls, ils n'ont pas beaucoup de contacts, de relations. Et puis, montage de l'un à l'autre. Au début, on ne sait pas comment ils sont connectés. Il n'y a aucune connexion entre les deux, aucun rapport en quelque sorte, si ce n'est celui qui établit le montage, en deux volets, l'un, l'autre, etc. Et le film orchestre petit à petit ce moment chimique, ce moment de précipitation qui est celui de la rencontre. Autour, encore une fois, d'une cérémonie de gestes, on y reviendra. Mais quand on découvre l'un des deux personnages au début du film, il est assis face à une baie vitrée, une diagonale lumineuse traverse l'écran. Il est totalement immobile, il ne bouge presque pas, mais ce qui remplit le plan, car à chaque fois, l'un des éléments extrêmement importants du cinéma de Tsai Ming-liang, c'est que ce plan qui semble ne rien raconter, ne rien dire, en effet, il ne raconte pas, il montre, c'est très différent. Eh bien, la caractéristique de ces images, c'est qu'elles se gonflent, elles se remplissent de quelque chose. Quelque chose monte qui est de l'ordre, en effet, comme disait Madame, de la sensation. Et quelle est cette sensation qui s'installe dès la première image? C'est celle de la pluie qui tombe. Il y a une averse à l'extérieur.
On voit les arbres bouger dans le reflet, en effet. La pluie tombe, ça remplit l'espace sonore du film. Quelque chose s'imbibe, s'imprègne dans l'image. Et là, on scrute, évidemment, le premier plan fait presque 10 minutes. Je ne sais pas si vous avez ressenti cette durée. Ce sont 10 minutes, voilà, c'est-à-dire un bloc quand même solide. Et puis on scrute l'image et on voit quelque chose, c'est qu'alors qu'il pleut, il y a un verre d'eau sur la table. L'élément liquide résonne. Et le plan devient une éponge. Il s'imprègne de cet élément liquide, cet élément aqueux. Et puis, deuxième image, on retrouve le même personnage dans un bain. C'est de l'eau, encore une fois, qui envahit l'image. Et puis, troisième plan, c'est un paysage avec des nuées, c'est de la brume. Là, c'est l'eau encore, l'élément aqueux, mais à l'état sublimé, on dit gazeux, etc. Ce sont les brumes, les nuages et tout qui se dissipent. Ça fonctionne comme ça. Hein, et à chaque fois, on est mis devant un plan qu'on pourrait dire être un tableau. C'est pas exactement le cas, mais il s'appréhende comme un tableau. Il faut rester devant pour voir, pour s'imprégner soi aussi, pour être gonflé de quelque chose, et puis qu'une image cristallise. Mais ce sont pas des tableaux parce que il y a la durée, il y a le mouvement, c'est du cinéma. Et même si le mouvement est minimal, c'est parce que ça bouge à un moment que on sent que quelque chose traverse et quelque chose s'imprègne. C'est comme le plan que citait Madame tout à l'heure, que je trouve très beau, parce que c'est comme une toile abstraite sur une façade d'immeuble au revêtement un peu décrépit. Hein, tout à coup, c'est des motifs très abstraits qui se dessinent, à la fois de reflets, de lignes, presque des affiches arrachées, etc. Et on a l'impression que tout est fixe, mais non, quelque chose bouge derrière la paroi. C'est un chat qui traverse ces cellules, hein, c'est presque des cases comme ça qui se découpent. Il y a aussi un mouvement c'est un mouvement minimal, mais c'est quand même un souffle, une parcelle de vie qui s'installe à ce moment-là. Donc voilà, il y a cette dimension en effet sensorielle qui est extrêmement importante, qui va habiter toute la scène de préparation du repas, parce que préparer un repas, c'est évidemment faire jouer de l'eau, du feu, hein, parce qu'à un moment on bascule de l'eau au feu, c'est ce qui va se passer avec la préparation du repas, les fumées que ça dégage, etc., les saveurs aussi, hein, que le spectateur ressent par synesthésie, on pourrait dire, par contamination des impressions esthétiques. Et puis le feu des soins que reçoit l'homme d'âge mûr. Ils ne sont pas nommés, hein, de toute façon, mais l'acteur Lee Kang-cheng, c'est lui. Alors, soin, c'est une scène stupéfiante, vraiment, qu'on appréhende comme ça, dans un pur présent. Parce que l'un des objets du cinéma de Tsai Ming-liang, c'est de côtoyer le présent pur, voilà, débarrasser de toute narration et de plonger dans l'image comme ça et de l'éprouver jusqu'au bout. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais où le personnage souffrant, on a compris qu'il était souffrant, il a des douleurs au cervical, etc., reçoit un soin étonnant, aux charbons ardents, quoi, quelque part, hein, où il y a à la fois des techniques perfectionnées, parce qu'il y a des impulsions électriques qui lui sont transmises par des électrodes, et en même temps, il y a de l'acupuncture traditionnelle au charbon ardent, et bon, ça le brûle, ça lui fait mal, etc. Et encore une fois, toute la scène, alors là c'est un découpage en plusieurs plans, il y a plusieurs angles qui s'additionnent les uns aux autres, mais c'est évidemment en la traversant dans la durée, en ressentant, en éprouvant la chaleur qui est dégagée par les charbons, comment on dit, l'incandescence, hein, le rouge comme ça, c'est rougeoyant. Donc tout ça sont des impressions, des sensations qui ont beaucoup à voir avec les arts plastiques. Tsai Ming-liang, ces derniers temps, œuvre beaucoup pour les galeries, pour les musées. Il fait des installations, il fait des courts-métrages, des films qui sont, qui requièrent un regard plastique du spectateur, une appréhension plastique et non narrative. Et pourtant, on ne peut pas dire que le film soit complètement en dehors de la fiction. Il amène quelque chose, il montre quelque chose. Oui, pardon. Moi, je n'ai pas besoin de micro. C'est pour qu'on vous entende, et en plus, c'est enregistré. Oui.
Non, je trouve que la scène des soins, moi j'ai beaucoup ri. Parce que bon, ça commence très doucement, c'est encore une fois de plus, moi ça me fait penser à la peinture, à une photo carrément, et puis bon, ça commence à prendre feu, donc moi je trouve que c'est extrêmement drôle, parce qu'il y a ses cheveux qui commencent à brûler à un moment donné, et puis quoi d'autre, je crois que j'ai oublié du coup ce que je voulais dire. Oui, donc lorsqu'il sort, il se tient, enfin bon, moi je trouve que c'était, j'ai beaucoup ri. Je trouve que c'était le seul moment où vraiment où on pouvait se laisser aller voilà, à rire. Donc, merci. De détente, oui. Oui, c'est une dimension qui n'est pas complètement exclue de ce cinéma-là, où c'est à la fois très triste parce que Tsai Ming-liang parle de l'aliénation contemporaine, de la solitude, des gens complètement séparés, qui vivent seuls dans leur appartement, etc., et qui n'ont pas beaucoup de contact avec les autres, qui vivent par procuration. C'est dans beaucoup de ses films, et c'est souvent le personnage qu'incarne Lee Kang-cheng. Je vous parlais de La Rivière un peu plus tôt, qui est un film qui anticipe un peu celui-là, qui date de, je ne sais plus, 94, je crois, si je ne me trompe pas, à vérifier. Mais dans La Rivière, il était jeune homme et il jouait vraiment un personnage complètement déformé par un mal de cou, un mal de dos cervical, etc. Et qui finissait par trouver le soulagement dans un sauna. Donc ça résonne beaucoup avec ce film. Mais oui, il y a à la fois cette dimension terrible de l'aliénation, de la grande ville qui écrase, des solitudes, du bruit, et puis en même temps dans l'observation, dans l'œil qui fait que on ne dit rien, on a une position relativement distante. Souvent la caméra est située dans des recoins un peu inédits, où on observe l'action de loin, souvent derrière des grillages, à ras de terre, etc., presque dissimulés. Dans le simple fait d'observer des gestes, d'observer à nu comme ça les jours, days, hein, tel que le film s'appelle, c'est-à-dire le quotidien nu, la banalité, quoi. Se dégage en effet une forme drôlatique, étonnante, curieuse, où il arrive même parfois, alors plus dans d'autres films que celui-là, où il y a des scènes ouvertement burlesques dans Vive l'amour, qui est un film du début des années 90, aussi peut-être 92, les dates s'effacent un peu dans mon esprit, mais dans Vive l'amour, le personnage de Lee Kang-cheng jouait au bowling avec une pastèque dans un appartement vide, des scènes comme ça, assez drôles dans la saveur de la pastèque, on le citait tout à l'heure aussi. Là, c'est le même Lee Kang-cheng qui découvre qu'à côté de chez lui se tourne un film pornographique, etc. Donc ça donne lieu à des moments cocasses. Celui-ci est plus à nu. Il y a une forme d'épure comme ça qui est très radicale. Mais à chaque fois, il y a quand même cette dimension plastique et sensorielle du plan qui fait qu'on n'avance pas à pas dans le film. On essaie de comprendre le cheminement. Et il y a, on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi, et ça me semble important, le geste. Un plan, c'est fait aussi pour saisir des gestes, voir des gestes s'imprimer dans l'image. On parlait de la préparation du repas, mais il y a cette scène qui est le paroxysme du film, l'apogée du film, la rencontre entre les deux, le moment où l'homme d'âge mûr et le jeune homme vont se rencontrer. Alors l'un est plutôt, on l'a vu dans ce qui précède, un homme installé, il a sa grande maison, il a sa baie vitrée, il a son jardin, etc. Bon, il a les moyens d'aller chercher des soins à l'étranger, c'est ce qu'on comprend. Et puis le deuxième, lui, il se fait à manger chez lui, etc. Et puis il travaille sur un petit marché extérieur. C'est plutôt un jeune homme précarisé, quoi. Voilà, et il fait des massages. Voilà, il fait des massages qui sont des actes tarifés, donc de la prostitution aussi. C'est ce qu'on comprend plus ou moins dans ce que le film nous raconte. Et donc il y a le moment de leur rencontre qui est celui du massage, qui va être le paroxysme du geste,
où là, la caméra va enregistrer la cérémonie gestuelle de ce jeune masseur sur l'homme perclus de douleur, sur le corps de douleur. Hein, et c'est absolument admirable. Et là, la durée prend tout son sens, puisqu'il s'agit de regarder presque comme on fait des gestes magiques, quoi, hein, toutes ces arabesques, des gestes qui caressent le corps dans tous les sens. Là, on dépasse le sensoriel dont on parlait tout à l'heure pour atteindre à la sensualité. Et c'est l'un des vrais buts du cinéma de Tsai Ming-liang. Dans cette aliénation contemporaine, dans cette solitude qui menace les êtres, qui les enferme sous cloche, atteindre un moment de sensualité est un peu comme un miracle. Et ça arrive, et ça advient ici. Par le geste, et la scène bascule doucement, presque insensiblement, du massage à la sexualité, c'est-à-dire au geste d'amour, quoi. C'est ça qui va éclater entre les deux, et c'est ça qui est très beau aussi dans le film. C'est-à-dire que ce massage, dont il est manifeste qu'il fait du bien, qu'il soulage l'homme qui ne trouve aucune solution ailleurs, même dans l'acupuncture brûlante, et bien là, tout à coup, et c'est le sujet du film, qu'est-ce qui soulage ? Qu'est-ce qu'un bienfait ? Qu'est-ce que le plaisir ? Comment est-ce que ça arrive ? Est-ce que ça peut arriver ? Oui, ça arrive par la rencontre. C'est un moment presque miraculeux. C'est une beauté incroyable. Enfin, ça peut déclencher comme ça. Alors, je ne sais pas quel effet ça fait, mais on pourra en parler. Mais en tout cas, c'est une scène tout à fait stupéfiante. On admire à la fois la plastique des gestes, les deux corps au contact, le massage qui passe tout à coup des mains au torse. C'est-à-dire que l'autre qui appliquait ses onguents, ces espèces d'huile, etc., se met à le masser par le torse. Et là, ça bascule. On est dans autre chose. Le plaisir éclate, la jouissance intervient. Et voilà, c'est fusionnel. C'est un moment de rencontre incandescente, fusionnel. Et on se rend compte que c'est par tous ces blocs d'espace-temps traversés auparavant qu'on peut en arriver à ce paroxysme-là, paroxysme de la jouissance, du plaisir, parce qu'on a traversé aussi des moments douloureux, des moments difficiles, etc., que ce personnage peut vivre un véritable soulagement, une libération, comme ça. Ce qui est très beau, c'est que le film ne s'en tient pas là, ne s'arrête pas au paroxysme, ça aurait pu être la fin, mais il continue encore un peu après. C'est-à-dire que oui, c'est un acte tarifé qu'on pourrait dire prostitutionnel, mais pas seulement. C'est une rencontre. Ça bascule quand même vers quelque chose de l'amour qui existe, qui est là, qui advient. Oui, c'est un massage, mais pas exactement. Ça bascule vers la sexualité, le plaisir. Donc, comme la rencontre advient, ils restent un peu ensemble tous les deux. Il y a un don qui se fait. C'est très beau parce qu'ils s'échangent la boîte à musique. C'est presque les seules paroles qu'il y aura entre les deux, c'est-à-dire non pas des mots, non pas du langage, mais de la musique. Voilà. Ça parle autrement, en quelque sorte. Et puis, ils restent un petit moment ensemble. Ils vont dîner, quoi. Ils vont manger une soupe dans un restaurant. C'est très beau là aussi parce que Tsai Ming-liang, encore une fois, ne filment pas leur dialogue. Tout ce qu'on se demande à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ? Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ? Mais il a c'est ça aussi le risque de faire des plans comme ça, où tout se joue dans la durée, dans un point de vue unique et dans un plan fixe. Alors là, il se trouve que c'est un petit panoramique qui les saisit. Ils profitent du passage d'un camion pour couper et on les retrouve plus tard attablés au restaurant. Mais il est à l'autre bout de la rue. Donc qu'est-ce qu'il y a entre eux en train de dîner et la caméra ? Il y a la circulation, il y a la ville, il y a les voitures qui passent. C'est-à-dire l'événement pur, l'événement documentaire en quelque sorte. Parce que cette circulation, elle n'a pas été organisée pour le film. Hein. C'est les voitures qui passent à Bangkok. C'est la réalité de la ville qui s'interpose. Et c'est ça qui est au premier plan, avant même qu'on puisse entendre ce qu'ils se disent. Donc ça, c'est un choix de mise en scène qui peut paraître... on peut dire, Tsai Ming-liang, vraiment, il s'embête pas beaucoup, il est paresseux, il fait des plans de 10 minutes, etc. Mais c'est des choix déterminants, décisifs. Voilà. On pose la caméra là, et de cette position-là va dépendre tout ce que dit l'image. Et elle en dit beaucoup. Comme dans le dernier plan, où le jeune homme réécoute la boîte à musique. C'est très signifiant aussi, mais où surtout il y a des passants.
Et des passants, encore une fois, c'est pas le film qui les organise, c'est des vrais passants de Bangkok qui traversent, etc. Et tout à coup, l'image est animée parce que derrière lui, il y a une espèce d'affiche publicitaire laissée vide, c'est du blanc, mais il y a les reflets des voitures. Vous voyez, encore une fois, c'est une dimension plastique et tout. Mais ce que je voulais dire, à partir de la scène du paroxysme sexuel amoureux, le film dure encore un peu parce qu'il retrouve le montage parallèle du début. Hein, ils ont fusionné comme ça dans cette scène centrale, et puis tout à coup, ils se retrouvent comme au début, séparés. Hein, l'un est de retour dans sa maison, il prend des poissons en photo, etc. L'autre est rendu il refait à manger et tout. Mais chacun est séparé, mais transformé. Et c'est ça qui est très beau, c'est-à-dire que chacun est en quelque sorte plein de la présence de l'autre, ou de son absence, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que l'autre, quand il dort, on voit bien qu'il y a une petite larme dans son œil et que l'œil est embué, et quand il se réveille, on se dit qu'il doit penser à l'autre, et l'autre écoute la boîte à musique. Donc ça manifeste, voilà. Chacun est rempli de l'autre, en quelque sorte. La rencontre a transformé quelque chose dans leur solitude. Donc c'est presque rien. Et on pourrait accuser le film de dire « oui, bon, c'est 3 fois rien », etc. Mais c'est aussi le choix de se concentrer sur des motifs infimes, qui peuvent être bouleversants comme ça, quand on les montre simplement, quand on décide de s'arrêter dessus et de dire « mais regardez ça, voilà, qu'est-ce que c'est une rencontre amoureuse ?» Bon, on pourrait croire que c'est une passe de massage prostitutionnel, mais non, c'est autre chose. Il y a quelque chose de plus important là-dedans. Quelque chose qui dépasse l'aliénation. Hein. Voilà, donc ça rassemble beaucoup d'éléments, et je peux vous dire que ça peut être bouleversant, quoi. C'est encore une fois, hein, c'est 3 fois rien, et c'est tout à fait saisissant. Mais voilà, j'ai beaucoup parlé, je vous redonne la parole si vous voulez compléter. Oui, il y avait la dame. Madame demande si la douleur n'existe plus. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Il y a et encore une fois, ouais, tout à fait. Oui, il y a une sorte de, je ne veux pas employer le terme miracle qui est un peu connoté, mais il y a une transformation, un changement, oui, un contact chimique comme ça, je ne sais pas comment dire, mais oui, c'est très vrai, il se sent mieux, il y a un soulagement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est presque le sujet du film, le bienfait, le soulagement, comment on se soulage de quelque chose. Et c'est une réaction chimique qui va avec la durée, qui se fait avec la durée, qui se fait avec les éléments, le feu, l'eau, l'air, le bruit, les sonorités, les perturbations de la ville, etc. Tout ça entre en contact et ça forme une sorte de petit cosmos, on pourrait dire. Oui, je crois qu'il y avait... Oui, je voulais juste ajouter un petit truc au passage, je vais rebondir sur ce que tu disais sur une dernière séquence, quand il écoute la musique devant une affiche blanche. Bon, évidemment, moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un écran de cinéma, en fait, et quelque part, j'ai pensé en fait aussi à un film de Tsai Ming-liang qui s'appelle Goodbye Dragon Inn, et en fait à tout ce rapport au cinéma qui là, je trouve, qui est pas seulement nostalgique, mais qui est aussi par rapport à ce que tu disais peut-être, ce cinéma en fait de l'enregistrement, en fait, de la trace, et que sur cette surface blanche justement il y a que des traces, en fait, des reflets des phares des voitures, en fait, qui viennent s'imprimer fugacement. Et j'ai trouvé ça très très beau parce qu'il je pense que derrière il y a un discours sur le cinéma, en tout cas comme lui il le voit, mais c'est pas martelé, hein. Enfin, c'est quelque chose, je pense qu'on peut ressentir, encore une fois, c'est aussi de la sensation, quoi. Enfin, ouais. C'est très juste, et juste pour préciser, avant d'en venir à... Goodbye Dragon Inn, c'était un film de début 2000, je crois 2003, encore une fois les dates c'est un peu flou dans ma tête, mais à peu près 2003, 2004, où il filmait une salle de Taipei qui était sur le point de fermer, une grande salle qui avait eu son heure de gloire dans les années 70. C'était la dernière séance, qu'on pourrait dire, pour paraphraser une célèbre chanson française. On passe ce soir-là un fameux film de kung-fu, le film Dragon Inn de King Wu, et Tsai Ming-liang filme simplement les quelques spectateurs qui sont là dans la salle.
c'est de la fiction, hein, encore une fois, hein, c'est pas du documentaire. Les coulisses, la salle où on prend les tickets, la salle de projection, etc. Et c'est simplement cette dernière séance qui est découpée comme ça en bloc d'espace-temps, là aussi, et qui est une sorte de réflexion à la fois un peu mélancolique, mais pas seulement, sur le cinéma tel qu'on l'a connu, qui est en train de s'atténuer petit à petit. Et en effet, il y a toujours cette idée-là. Et c'est vrai que, en effet, le dernier plan peut faire vraiment penser à un écran. Mais souvent, le plan de Tsai Ming-liang, c'est lui aussi un écran qui se remplit petit à petit. Et qui, même la baie vitrée du tout premier plan, hein, il y a cet effet-là aussi d'écran comme ça, où le regard est invité à patienter, à attendre quelque chose. Pardon, je vous en prie. Non, mais c'est intéressant, j'écoute. Oui, alors moi je voulais aussi rajouter qu'il y a un plan que j'ai trouvé magnifique. Et comme je suis un peu romantique, je me suis raconté toute une histoire pendant tout ce plan. C'est ça qui est bien, c'est que on prend le temps, et on prend le temps d'imaginer. Et c'est celui où il y a cette route goudronnée qui traverse cette végétation luxuriante qui est très belle, et où on attend quelqu'un. Enfin, moi j'attends quelqu'un en tout cas. Et j'ai imaginé que ça pouvait être le jeune thaïlandais, c'est ça. On n'a pas leur prénom, donc on a du mal à parler d'eux. Le jeune homme qui, comme on voit la scène, le plan d'avant, il prépare à manger à nouveau. Je me dis, il lui apporte à manger. Bon, j'essaye même pas d'imaginer comment il a pu avoir son adresse, mais bon. Et en fait, enfin, un homme apparaît et on comprend que c'est l'homme d'âge mûr qui rentre chez lui. Alors, à propos des bruits et des personnages de rue qui ne sont pas organisés, alors on les reconnaît tout de suite dans les films. On voit, entre autres, Truffaut dans La Nuit américaine, il montre bien comment. Voilà. J'ai pensé à Tati, évidemment, on ne peut pas ne pas y penser, parce que Tati utilisait beaucoup les bruits naturels de la ville. Et puis il y a un autre plan qui était aussi assez étonnant. Je crois que c'est dans la chambre d'hôtel déjà, où il y a une grande baie vitrée qui donne sur la ville. C'est déjà la chambre d'hôtel. Hein. Et vous êtes au premier plan, là, vous êtes assis là. Et c'était très drôle. J'avais l'impression que vous étiez en fait dans la chambre. Ah, d'accord. Non, mais il y a eu un moment assez étonnant, parce que les plans fixes sont faits de telle manière qu'effectivement, on rentre dans l'image, quoi. On n'a pas le choix. Oui, c'est vrai. Il y a ce plan de la route, en effet, que vous mentionnez, qui est très beau, en effet, parce que la route... Et comme vous le dites très justement, ce temps-là, si particulier, cette temporalité si particulière qu'est celle du film, nous laisse la place. Nous laisse la place d'imaginer, de se demander, de contempler, c'est une liberté extraordinaire pour le spectateur, moi je trouve vraiment. Et c'est pas une liberté arbitraire où il s'agirait simplement de poser la caméra et de laisser tourner. C'est pas ça. Parce qu'on voit très bien, et on comprend très bien, je pense, que chaque image du film, chaque plan, parce que encore une fois, Days, c'est la dernière étape d'un travail qui a été d'évider au maximum la narration pour ne plus laisser que des plans. Et là, on en est vraiment à ce stade-là. Eh bien, il n'y a pas d'arbitraire dans le plan, parce qu'il est vraiment construit, et construit très précisément pour accueillir le regard du spectateur. Hein, ce sont souvent je dirais pas des cages, parce que ça enferme un petit peu, mais voilà, c'est vraiment des espaces qu'il découpe, sur la réalité, pour accueillir, pour héberger le regard du spectateur, qui est invité à se promener là-dedans, à essayer d'attacher les éléments entre eux, de voir qu'est-ce que c'est que cet intérieur, cette chambre d'hôtel, l'espace, etc. On arpente ce monde du regard. Et c'est une liberté extraordinaire. Chaque plan relance quelque chose. Il y a évidemment le montage qui est très important aussi, qui n'est pas un montage surdécoupé, mais qui rend chaque coupe essentielle.
parce qu'il y en a très peu, parce qu'elles sont rares. À quel moment elles arrivent, c'est une question très forte, parce que chaque coupe soulage quelque chose du plan précédent. Des fois, on en arrive. Des fois, ça dure, et ça dure bien. Et quand ça coupe, on souffle un peu, il y a une tension qui se libère, et ramène une autre image. Voilà. Donc, qui crée des espèces de jonctions imaginaires, de rapports comme ça, qui sont très distants, parce que il fait pas de raccord, Tsai Ming-liang. Il passe d'un espace à l'autre sans nous le dire, d'un pays à l'autre, même de Taïwan à la Thaïlande. Il nous prévient pas. C'est à nous de reconstruire tout ça. Hein, c'est un chemin qu'on fait qui est quand même, qui peut rendre hostile le spectateur. On comprend. Des fois, ça peut perturber tellement qu'il y a une réaction de rejet. Et je le comprends, je n'accuse pas du tout ça, mais ça laisse aussi une liberté immense pour investir le film. Il y a peu de cinéastes qui arrivent à ça, et qui arrivent quand même. Ça pourrait être, on parlait de l'ennui tout à l'heure, mais ça pourrait être vide, un film pareil, ça pourrait être creux. Ça ne l'est pas, parce qu'il y a quand même une composition des plans. Il travaille beaucoup avec un objectif, des objectifs qu'on appelle grand angle, hein, des courtes focales, voilà, donc qui absorbe un champ assez vaste en fait, hein, qui permet comme ça, même au prix parfois de certaines déformations, d'englober des grandes parties d'espace. Et ces objectifs courtes focales sont sa marque de fabrique. Ça lui permet comme ça de proposer des images qui sont non pas labyrinthiques, mais qui sont quand même des choses à traverser, à arpenter. On furte, on va chercher à droite à gauche, on essaye de relier les éléments. Et ça fait partie, je pense, de sa poétique. Voilà, en tout cas, c'est assez fort chez lui. Merci, oui. Alors, ça viendra après. Merci d'avoir dit poésie, parce que je trouve que franchement, le film est très poétique. Et je sais pas, à certains moments, j'ai pensé à du Baudelaire. Et lorsque Baudelaire décrit la chevelure et qu'on ressent tout ce que, il évoque à partir de cette chevelure de son amoureuse. Et quelquefois, là, j'avais l'impression d'avoir vraiment des sensations baudelairiennes, je vous assure. Et là, c'est vrai que tout ce que vous avez dit, c'est merveilleux, parce qu'on a fait vraiment le tour du film entre la contemplation, l'immobilité, et tout d'un coup ce paroxysme de mouvement, où il y a une rencontre subtile, amoureuse, et qui fait naître le désir et la passion. Donc c'est vraiment mis en valeur au milieu du film, avec cette contemplation au départ, ce mouvement de la rencontre, et après donc ça se recalme un peu, mais c'est différent. Ouais. Je trouve qu'il y a un mouvement très important. Alors oui, Baudelaire, oui. Alors c'est un vrai raccord audacieux, parce que on n'y penserait pas, mais en tout cas, oui, il y a plein de la poésie est souvent faite pour prélever un détail, une chose précise, de celle qu'on appellerait à tort petite chose. Hein, c'est déjà péjoratif, mais voilà, une chevelure, un mouvement, un geste, etc. Oui. La synesthésie, c'est-à-dire la façon dont les sensations débordent les unes sur les autres, la vue sur la saveur, l'odorat sur le toucher, etc. Et il y a le toucher, hein, parce que la scène de l'acupuncture, et puis à un moment, il lui passe une sorte de racloir, je ne sais pas comment dire, qui imprime les chairs d'une manière... c'est violacé, à un moment, presque son dos. Et c'est une vraie séance que subit l'acteur à ce moment-là, hein, qui est réellement atteint de cette maladie des cervicales, qui est une maladie inexpliquée, non diagnostiquée. Oui, il est vraiment malade. Il a des crises comme ça de douleur, et c'est une vraie séance d'acupuncture à ce moment-là qui est produite directement sur l'acteur. Mais alors, moi, je rajoute la poésie asiatique. Alors, c'est un continent que je mets dans un seul mot. Alors, bien sûr, mais la poésie asiatique qui est souvent pour ce qu'on en connaît, hein, qui est très limité, je le dis encore une fois, je prétends pas du tout l'englober, mais les haïkus japonais, ou ce qu'on connaît un peu de la poésie chinoise, qui est très souvent consacrée à l'ineffable, l'insaisissable,
des choses extrêmement ténues. Les mouvements de l'air, des feuilles qui bougent, etc. Donc vraiment je pense que ça imprègne aussi beaucoup peut-être le cinéma de Tsai Ming-liang. En tout cas, il est aussi héritier d'un cinéma moderne qui se sépare comme ça de la narration au premier degré pour essayer de trouver d'autres voies d'exprimer les choses. Alors, ce serait, je pense, complexe et assez long de retracer toutes ces influences, mais oui, on peut le réinscrire aussi, je pense, dans un paysage de poésie asiatique, chinoise, etc. Alors il y avait le monsieur aussi, je crois, qui voulait redire quelque chose. Oui. Pardon, merci. Je voudrais revenir sur la lenteur du cinéma. Alors, le seul film où je ne me suis pas ennuyé, c'est Son nom de Venise dans Calcutta Désert. Il faut quand même rendre hommage à Marguerite Duras. Elle a fait des romans à l'eau de rose, mais elle a fait des films exceptionnels. C'est dur. À l'eau de rose, c'est dur. Est-ce que vous pouvez intervenir sur le film ? Le film, je veux vous dire, la lenteur du film, elle a déjà été montrée par Marguerite Duras dans Venise. Son nom, c'est l'inverse. Comme en mathématiques, c'est l'inverse de l'India Shang. Ouais. C'est-à-dire que c'est un film noir et blanc, il n'y a pas de son, il y a une caméra qui se balade et qui montre le fameux palais Rothschild qui a été massacré par... D'accord, mais il y a plein de cinéastes qui utilisent la lenteur, la durée, et Tsai Ming-liang en fait partie. Et Duras était sans doute une pionnière dans le domaine. Oui, parce qu'elle disait, elle a filmé j'aurais dû faire le film avant India Song, c'était celui-là que j'aurais dû faire. Bien sûr, oui, je vois très bien, et en effet, ça fait partie sans doute... C'est une même galaxie. Duras était par ailleurs très opposée au cinéma dominant majoritaire, au cinéma lui-même et à ce qu'il représentait. Et elle avait pour ambition, comme elle le disait, de détruire le cinéma par le vide, par les plans fixes, par une forme de neutralité comme ça, et surtout par la disjonction entre l'image et le son. Non, mais bon, ça ce serait un autre domaine, mais oui, la référence est tout à fait correcte. Oui. Ah oui. Moi aussi, je voulais ajouter que... bien sûr. Parce que je trouve qu'il a en place, à côté de Jacques Derrida, qui a beaucoup écrit sur le toucher, l'importance aussi de bien manger. Et pour lui, il a dit qu'il faut bien manger et ne pas être seul quand tu fais ça. Et je trouve que c'est vraiment une illustration de ça. Et aussi, je trouve que c'est une célébration du corps organique par tous ces plans, du massage jusqu'à la maladie du corps, jusqu'à qu'est-ce que c'est être ensemble avec quelqu'un, et la trace qui laisse quelqu'un dans l'autre. Et ça m'a rappelé un essai très beau de Walter Benjamin, le philosophe, le problème psychophysique, où il parle aussi de douleur et du plaisir, et il fait une métaphore sur la douleur que nous sommes comme dans un océan de douleur, et le plaisir est seulement intermittente, et seulement la douleur qui peut être chronique dans notre vie. Donc je trouve que c'est une très belle illustration. Ah oui, c'est une très belle citation, parce qu'en effet, le plaisir est vraiment une parenthèse ici. Hein. C'est un petit moment, encore une fois, très fugace, mais qui permet de supporter le reste du temps. C'est ça aussi. Ouais. Non, moi, c'est très court, parce qu'on a parlé que des plans fixes. Ouais. Et c'est vrai que c'est très surprenant quand on se retrouve, je pense que c'est caméra à l'épaule, quand il est suivi dans la rue avec son... Voilà, comme ça, il se tient. Et ensuite, il y a deux autres passages où on est dans des espèces de rues très étroites. Voilà. Alors là, on est à Bangkok, on est bien d'accord. On est à Bangkok, tout à fait. Et c'est vrai qu'on est surpris parce qu'on a pris l'habitude... finalement, on est obligé de s'habituer puisque c'est que des plans fixes qui durent. D'un seul coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe voilà. Alors, je ne sais pas... de toute façon, il était... c'est vrai que pour montrer des personnages dans la rue, il faut les suivre, mais enfin, il y a différentes techniques pour les suivre. Là, il nous secoue vraiment, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est un passage assez frappant parce qu'on sort du régime général du film. Mais ce sont, je crois, alors je ne sais pas exactement quelle est l'histoire du tournage, mais c'est des plans documentaires, c'est-à-dire qu'il le suit là en mode reportage presque dans les rues de Bangkok, avec pour obsession, on pourrait dire, d'être très proche de son visage.
de saisir son visage presque comme le pivot de son déplacement, quoi. Il va chercher son profil, etc. Puis surtout la douleur, quoi, la douleur de se déplacer, avec la Minerve qui lui enserre le cou, et puis la position des doigts comme ça. On a l'impression qu'il essaie de se maintenir la tête. Mais en effet, ça sort du registre général du film. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je ne voudrais pas enfermer le film dans le cliché des plans longs. C'est vrai qu'il y a des plans longs, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand on observe vraiment le film, les plans ont des durées très variables finalement. Alors il y a des gros blocs, et puis il y en a des plus courts. Et finalement, ça donne un ensemble beaucoup plus varié que ce qu'on pourrait croire quand on dit oui, c'est juste des plans fixes et très longs. Non, c'est plus modulé. Et puis d'ailleurs, il y a aussi quelques mouvements de caméra. Alors très rares, hein, parce que Tsai Ming-liang n'aime pas beaucoup ça. Il les conserve pour quelques moments bien précis. Mais voilà, encore une fois, il y a plus de modulation que ce qu'on pourrait croire. Moi, je voulais juste dire que j'ai beaucoup aimé le côté pictural. On avait presque comme des tableaux, des photos, la couleur, et en même temps très dépouillé. Je trouve que les plans étaient vraiment... Il y avait un dépouillement, ce qui permettait de voir justement les petits détails. Voilà. Donc les couleurs, beaucoup de bleu, je trouve. Voilà. Au début, c'est vrai. Ouais. Il y a une dominante bleue, mais il y a en effet, moi je trouve ça très juste de rapprocher le film d'un univers pictural, de la peinture, de la photo. La photo, c'est très vrai parce qu'il y a, comme on disait au début, cette dimension de révélation au sens chimique du terme. C'est presque le bain du révélateur où, quand on mettait la plaque argentique, l'image apparaissait petit à petit. Et c'est vraiment par la durée de cette révélation qu'on saisit un petit peu ce qu'il veut nous montrer. Pas au début, mais pas à pas et lentement. Mais c'est vrai qu'il y a dans la démarche de Tsai Ming-liang une volonté très nette de séparer le cinéma de ces atavismes un peu, on dirait, théâtraux, narratifs spectaculaires, qui serait le cinéma de masse, pour le rapprocher d'art plastique plus ancien, de traditions plus anciennes, la peinture. C'est épuré comme Duras. Voilà. Oui, et puis il y a la dimension sonore aussi, parce qu'il y a une musique dans le... ça s'écoute aussi, un film de Tsai Ming-liang, et c'est jamais par hasard qu'il y a tel son qui arrive, il y a tel environnement sonore, que ce soit celui de la pluie, on l'a dit, ou le crépitement du feu, ou le vrombissement des voitures, etc. C'est aussi une symphonie sonore concrète, comme on dit pour la musique concrète, mais qui est... Voilà, rapprocher le cinéma d'une tradition artistique qui le dépasse, qui est plus ancienne, qui est celle d'une autre façon de voir liée aux autres pratiques artistiques. Ouais, ça c'est vrai que ça me semble important chez lui. Voilà, bon, il reste plus grand monde. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci de m'avoir écouté. Et puis, merci à toi, Mathieu. Merci. Et puis on se retrouve donc dans un mois pour le film La Montagne de Thomas Salvador. Oui. Ça, ouais. Un très beau film français qui était à la quinzaine, en mai dernier, à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, et qui permettra de découvrir ou de redécouvrir un jeune, il a un certain âge maintenant, mais Thomas Salvador, donc une des personnalités les plus originales et les plus corporelles du cinéma français, parce qu'il se met en scène lui-même, il joue dans ses films, et il a toujours une façon de presque burlesque d'appréhender le monde, et à la fois très poétique. Et La Montagne, comme son titre l'indique, ça se passe en montagne, et c'est un homme seul dans la montagne qui va peut-être entrer en fusion avec le décor. Voilà, et c'est très étonnant comme film. Donc rassurez-vous, c'est plus les plans massifs et en bloc de Tsai Ming-liang, mais c'est aussi un très beau film. Voilà. Donc merci, puis à la prochaine fois.